train de monter des choses prodigieuses. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Maëlys Lassara-de Witt, qui, il y a quelques très courtes années, était comme vous, c'est-à-dire souhaitait créer son propre outil avec à la fois une idée de service, avec une idée de qualité d'environnement, avec une idée de développer son propre outil de travail. Et donc, comme vous, aujourd'hui, vous êtes en train de l'imaginer. Elle l'a fait. Elle l'a fait dans le domaine de l'environnement et c'est pour ça qu'on a été très heureux on est très heureux de l'accueillir. Domaine de l'environnement dont elle va nous parler plus en détail. Alors, deux temps dans ce moment. D'abord, on va laisser Maëlys nous expliquer un peu son parcours et puis son cheminement au-delà du parcours qui lui a permis d'arriver où elle en est aujourd'hui. Et ensuite, il y aura une séance de questions-réponses animée par notre incontournable Serge. Questions-réponses auxquelles, bien entendu, vous êtes largement invités à participer. Maëlys, merci encore de votre présence et on vous écoute. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Maëlys de Witt, j'ai 36 ans, 4 enfants et j'ai cofondé il y a 3 ans et demi maintenant l'entreprise Binapi. Binapi, c'est une entreprise de valorisation de déchets alimentaires, c'est-à-dire qu'on organise le tri à la source des déchets alimentaires des professionnels pour les collecter puis les valoriser en électricité par méthanisation. Notre service, donc comme je disais, est dédié aux professionnels aujourd'hui, même si on commence à travailler avec des collectivités pour le tri à la source des particuliers. Donc voilà, on en reparlera, je pense, un petit peu plus en détail après. Pour continuer sur moi-même, donc il y a 4 ans de ça, j'étais infirmière, responsable hygiène et qualité d'un bloc opératoire dans une clinique privée à but lucratif. Et personnellement parlant, on avait commencé une prise de conscience et une démarche écologique et environnementale. Donc passant par les couches lavables, au zéro déchet, même si on ne sera, je pense, jamais à zéro déchet. Et cette prise de conscience et ces petits pas faisant, je me suis dit, alors déjà professionnellement, je ne me retrouvais plus dans mon job et j'avais envie et besoin d'un projet qui avait du sens. Et voilà, tous ces petits pas faisant, je me suis dit, cette façon de vivre fonctionne sur mon écosystème très proche familial. Pourquoi ça fonctionnerait pas à plus grande échelle et aujourd'hui, mon objectif, c'est d'être un acteur incontournable de la Normandie. Binapi, nous, on est en Normandie, on est au Havre, plus précisément. Et à ce moment-là, j'ai rencontré mon associée qui, elle, avait le projet en tête, se disait il faut qu'on collecte les déchets alimentaires des restaurateurs. Mais voilà, elle n'avait pas envie de se lancer seule. C'était pour elle trop. Enfin voilà, elle avait peur de cette aventure. Donc on en a discuté beaucoup. On a travaillé un peu ensemble. Et puis il y a un moment, on s'est dit allez go et on a créé Binapi. On a créé Binapi assez rapidement parce que à ce moment-là, il y avait il y a 3 ans et demi sur le Havre, il y avait la Transat Jacques Vabre. Et on s'est dit que ça pouvait être super d'avoir comme premier client un événement, une course au large, on parle de la pollution des océans, etc. On s'était dit que c'était quand même chouette d'avoir ce premier partenaire-là. Et ça a marché. On a bossé avec la Transat Jacques Vabre, on a collecté les déchets du village de la Transat. Et voilà, Binapi a été lancé. Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre sur mon parcours, si ce n'est que j'aime à dire qu'il n'y a jamais de bon moment, en tout cas pour entreprendre. Moi, quand j'ai décidé de me lancer, j'avais des jeunes enfants, j'ai toujours des jeunes enfants d'ailleurs,
Mais on m'a dit, oh là là, t'es sûre? Est-ce que c'est le bon moment? En fait, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour entreprendre. Il n'y a pas il faut pas attendre que son idée soit parfaite pour la lancer, parce qu'une idée parfaite, quand elle sort, c'est trop tard. Donc, en fait, j'ai envie de dire, il faut croire en soi. Il faut ne pas hésiter à être bien accompagné, et ça, c'est hyper important. Il faut oser parler de son projet. Souvent, on entend non, non, mais moi j'ai un projet, j'en parle pas. Bah, mauvaise idée en fait. Il faut savoir qu'un projet, il est porté par une personne et que c'est comment dire ça, c'est pas l'idée. Quelqu'un d'autre qui entendra votre idée pourra se dire ouais, cool, je m'en empare et je vais plus vite. Sauf qu'en fait, l'idée, elle pourra être portée par quelqu'un d'autre. Elle pourra complètement tomber à l'eau parce qu'elle sera pas efficace et parce qu'en fait, c'est le porteur qui fait son idée. Donc voilà, il faut pas attendre, il faut pas attendre le bon moment. Il faut se faire accompagner et ne pas hésiter à parler de son projet en fait. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis maintenant, au bout de 3 ans et demi, seule aux commandes. Mon associée a quitté le bateau, si je puis dire. Elle a aimé lancer le projet, mais elle se retrouvait pas aujourd'hui dans le développement. Elle s'épanouissait pas. Et voilà, c'était important pour elle de passer à autre chose. Donc, je suis seule depuis maintenant 1 an aux commandes de Binapi. Ce qui n'est pas facile sur cette dernière année du fait de la crise sanitaire qui, donc nous, il faut savoir qu'on collecte des professionnels de la restauration. Donc tout le monde est bien au fait que les restaurants sont tous fermés depuis presque 1 an. Dans nos clients, on a également des cantines collectives et des cantines scolaires. Donc, les cantines collectives, c'est pareil, soit elles sont fermées, soit elles ont réduit drastiquement le nombre de couverts. Et les scolaires, jusque-là, étaient ouverts, mais ce dernier confinement a mis tout le monde à la porte. Donc, malgré ça, on lâche pas le morceau. On a des appels entrants. Il faut savoir qu'on est sur une activité qui est réglementée. Il faut savoir que les déchets alimentaires, aujourd'hui, il y a une loi, la loi Grenelle 2 de l'environnement, qui impose aux gros producteurs de les valoriser. Gros producteurs, depuis 2016, ce sont des gens qui produisent plus de 10 tonnes par an, et l'ADEME a émis des ratios. 10 tonnes par an, il faut savoir que c'est une cantine scolaire, enfin une cantine collective de 400 couverts ou un restaurant traditionnel de 200 couverts. Donc finalement, il y en a beaucoup des producteurs qui produisent 10 tonnes par an. Et la loi de transition énergétique vient en 2024 abolir ce seuil et rendre obligatoire le tri à la source des déchets, des biodéchets, obligatoire pour tous. Pour tous, c'est-à-dire pour tous les professionnels, donc même l'épicerie du coin, même le fleuriste, puisqu'il faut savoir que la fleur est un déchet vert, c'est un déchet organique. Et les collectivités devront proposer aux particuliers des solutions pour trier leurs déchets alimentaires à la source. Donc nous, on est sur une activité qui est réglementée. Et malgré la crise sanitaire, les gens commencent à s'emparer de ce sujet-là parce que 2024, c'est demain. Ça va arriver très, très vite. Et donc, voilà, on a quand même malgré tout, malgré cette crise sanitaire et malgré cette économie de la restauration qui est complètement ralentie, voire à l'arrêt, des gens qui s'intéressent à ça et qui se posent les questions de se dire, voilà, comment on va faire pour répondre à cette réglementation. Donc, c'est un bon point pour nous. Et du coup, pendant cette crise sanitaire, on courbe le dos, on attend que ça passe. C'est pas simple tous les jours, je vous le cache pas. Aujourd'hui, on est une équipe de 5. Donc, il y a 5 salaires à payer. Et donc, voilà, il faut malgré tout rester positif, avoir des bonnes idées pour continuer à développer, trouver les axes qui peuvent nous permettre de survivre pendant ce passage. Parce qu'il faut savoir que nous, dans notre facturation, on a
deux grandes lignes qui sont le coût de traitement à la tonne et le coût logistique, donc le coût de passage. Donc aujourd'hui, ces coûts de traitement et ces coûts logistiques sont quasiment nuls parce qu'on collecte beaucoup moins. Non seulement il y a des restaurants collectifs dans lesquels on ne passe plus, mais les restaurants dans lesquels on passe, le tonnage a considérablement baissé. Donc voilà, il faut trouver les bonnes solutions pour malgré tout passer ce cap de cette fichue crise sanitaire. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore du temps, je crois, pour développer. Je ne sais pas si d'ores et déjà vous souhaitez rebondir. Vous avez encore 5 minutes, mais ceci étant, si on peut d'ores et déjà passer à la séance questions-réponses. Si vous avez des choses à compléter, ben, vous pourrez le faire, bien entendu. Pendant cette discussion. Je passe la main pour l'animer à mon ami Serge qui va vous poser peut-être la première question. Voilà, Serge. Oui, bonjour Maëlys. Bonjour. Donc, avant les premières questions, des éléments intéressants de rebond par rapport à des éléments qu'on a pu aborder avec nos candidats qui sont sur leur projet en ce moment. J'ai trouvé intéressant quand vous avez parlé de ce moment où vous avez été partenaire de la Jacques Vabre, et ça a été votre POC un petit peu, ça avait été votre premier test, votre premier prototype. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus ce qui s'est passé dans la dynamique? Est-ce que ce premier test a été une aspiration et a permis réellement de mieux vous faire connaître, mieux faire comprendre ce que vous faisiez, d'amorcer la structure? Si vous pouviez nous décrire un peu ce moment, ce moment de votre création qui est intéressant. Oui, alors je dirais pas que c'est la Transat Jacques Vabre qui nous a permis de nous faire connaître et de nous d'asseoir. Malgré tout, en termes de communication, c'est génial parce que c'est un beau partenaire en fait. Donc en fait, ça assoit malgré tout de se dire ouais, ils ont quand même bossé avec la Transat Jacques Vabre, c'est pas n'importe quoi. Après, le tremplin, ça a été plus de contacter dans un premier temps des restaurants ayant vraiment une renommée en fait nous sur notre territoire et d'avoir ces premiers clients là parce que en fait d'avoir des restaurateurs reconnus faisant appel à notre service ça a été vraiment important. Donc ça a été ce qu'on appelle nos early adopters qui ont cru en nous et qui nous ont permis, en fait, pour le coup, là, d'asseoir et de commencer à se fonder une bonne réputation. Ok. Et vous avez créé un lieu, vous avez créé comment s'est passé le début donc de cette création, que vous avez créé cet atelier de récupération? Alors, nous, en fait, au tout début, on n'a pas créé d'atelier. Il faut savoir que nous, la méthanisation, on l'a fait en partenariat avec un agriculteur méthaniseur. D'accord. Qui, lui, a une unité de méthanisation. Il a un élevage porcin. Il a développé une unité de méthanisation au départ, pour ses fumiers, ses lisiers et ses déchets de céréales, parce qu'il est également céréalier. Et il a ouvert ses portes à d'autres gisements comme le nôtre. Au tout début, quand on collectait nos clients, on allait directement déposer tout ça en méthanisation. On ne faisait pas de stop, nous, sur notre site. On avait choisi dans un démarrage de travailler avec une entreprise d'insertion qui nous mettait à disposition chauffeurs et camions. Au tout début, on était à chaque collecte présente dans le camion parce que c'était important pour nous d'être auprès de nos clients et de savoir, en fait, de connaître un petit peu les besoins de nos clients et de voir comment se passait un peu cette tournée. On avait fait le choix aussi de passer par une entreprise d'insertion, donc avec des salariés en insertion qui ont un besoin de management et d'accompagnement quand même qui est plus important que un salarié lambda. Donc c'était important, encore plus important qu'on soit présente lors de la collecte. Et là, c'est par la suite. C'est au bout de 2 ans qu'on a commencé à se dire, voilà, on commence à avoir trop de clients, trop de déchets. On ne peut plus faire les allers-retours sur l'unité de méthanisation. En termes de coût logistique, ça devenait beaucoup trop important.
Donc, on a commencé du coup à se dire qu'il fallait qu'on massifie nos déchets et que là, du coup, on est, nous, une plateforme de transfert. Donc, on a développé, il y a même 2 ans, donc au bout d'1 an et demi. Et donc, aujourd'hui, nous, on a un site situé sur la zone portuaire du Havre, qui est le point de ralliement de tous nos collectes. Et sur ce site-là, on massifie nos déchets, c'est-à-dire qu'on les met dans des plus grands contenants qui, eux, sont ensuite envoyés sur l'unité de méthanisation. Ok. Ok, très bien. C'est intéressant l'élément que vous évoquiez et qu'on évoque aussi avec les jeunes projets que l'on accompagne, c'est le sujet de la réglementation. Quand on est dans ces domaines-là, on dit souvent que, enfin, pour innover, la réglementation c'est une manière d'innover. Là, on est en plein cœur de cette dynamique. C'est un vrai créateur de marché pour vous. Alors, c'est à la fois un vrai créateur de marché, ça c'est une certitude. À la fois, c'est aussi assez. Alors, c'est plus dans l'exploitation vraiment pure et dure, mais le déchet alimentaire, on est soumis aussi, nous, en tant qu'exploitants, à une réglementation qui est hyper drastique. On est sur un déchet qui est fermenticible, on est sur ce qu'on appelle des sous-produits animaux. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a de la crème, du beurre, de la viande, enfin tout ce qui est issu de l'animal est considéré comme sous-produit animal. Et alors là, et encore plus en ce moment, puisque le Covid viendrait de l'animal, je peux vous dire que toutes les grandes crises sanitaires, finalement, aussi ne font que renforcer les règles de traitement de ces déchets-là. Donc, à la fois, c'est pour nous, en effet, un apporteur de business par rapport à nos clients, mais c'est aussi pour nous une contrainte assez forte dans la mesure où on a des règles, nous, en tant qu'exploitants, hyper drastiques. Ok. Alors peut-être que dans le fil, si il y a des questions, et évidemment, moi je pose des premières questions et je commence la conversation, mais ça peut être intéressant si vous avez des questions à poser, de les faire apparaître dans le fil pour qu'on puisse les poser et qu'on puisse profiter d'interagir avec Maëlys. Dans l'aventure, qu'est-ce qui vous a plu le plus et qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Alors, ce qui m'a plu le plus, c'est que j'avais vraiment envie d'un projet qui avait du sens. Et pour moi, enfin voilà, ces déchets alimentaires qui aujourd'hui sont incinérés, parce que c'est ça, il faut savoir que nos poubelles noires d'ordures ménagères, sur la plupart des territoires, elles sont au mieux incinérées, au pire enfouies. Et ça, on sait que c'est juste au secours. Et en fait, de dévier de l'incinération ces déchets alimentaires qui représentent une manne importante d'énergie, c'est quand même très chouette de se dire qu'on arrive à faire ça. Même si nous, on n'est pas au cœur de la méthanisation, d'avoir ce côté technique et technologique, c'est quand même assez chouette aussi. Et puis, c'est l'avenir, en fait. GRDF a comme objectif d'avoir du 100% gaz vert dans son réseau en 2050. On en parle de plus en plus des énergies vertes, des énergies renouvelables, et de se dire que finalement, on est le point de départ aussi de cette création d'énergie verte. C'est vraiment super. Donc ça a été chouette d'avoir un projet qui a du sens et d'avoir un projet porteur. C'est vraiment chouette. Après, il faut savoir que nous, on est sur le déchet. Et quand vous me posez la question de qu'est-ce qui a été bloquant, il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait face aussi à des freins psychologiques de la part de nos potentiels prospects, de nos clients, qui déjà se disent je vais pas payer pour mes déchets, je vois pas pourquoi je paierais pour mes déchets. Donc là, il y a quand même toute une mentalité à faire évoluer. Ensuite, on crée de l'énergie. Donc, les gens nous disent, vous me rachetez combien mes déchets? Alors, il faut réexpliquer les choses qu'aujourd'hui, nous, on paye aujourd'hui encore pour valoriser les déchets. Il n'y a pas encore de cours du déchet alimentaire, du biodéchet. Aujourd'hui, il y a un cours sur l'huile alimentaire, il y a un cours sur le carton, sur le papier. Ce sont des matières qu'on peut revendre. Le déchet alimentaire, c'est pas encore le cas.
Les installations de méthanisation sont des installations qui demandent un investissement qui est colossal. Donc aujourd'hui, nous, on paye, on a une redevance de traitement pour valoriser ces déchets-là. Donc tout ça, il faut l'expliquer à nos clients. Il y a également le frein psychologique de non, je vais quand même pas demander à mes équipes de trier le déchet alimentaire. Ils ont assez de boulot comme ça va être trop compliqué, ça va pas marcher. Donc nous, on a aussi tout ce job d'accompagnement de nos clients, de leur dire non, en fait, c'est un frein psychologique. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, le tri est très simple. Dans la méthanisation agricole, enfin en tout cas sur une unité de méthanisation qu'on peut appeler industrielle, il faut savoir que nous, on peut tout prendre. On ne demande pas à nos clients de retirer l'os de poulet ou la coquille de moule ou la pâtisserie ou le fromage parce qu'on ne prend pas ça. On prend tout. Donc, le tri est très simple. Il faut juste dédier des poubelles aux déchets alimentaires. Donc voilà. Donc, il y a des freins psychologiques, autant sur la façon de procéder. Sur le coût, c'est mon déchet, mais aujourd'hui, je ne veux pas payer pour mon déchet. Et puis, aussi, ce que j'aime à dire, moi, c'est qu'il faut redonner ses lettres de noblesse à la poubelle. Et c'est ce que dit notre baseline. Il y a de l'énergie dans vos poubelles. Aujourd'hui, nos poubelles, ce sont des sacs noirs. On ne voit pas ce qu'il y a dans nos poubelles. Dans les habitats collectifs, le local poubelle est au 5e sous-sol. C'est une porte coupe-feu qui ferme. Donc, on descend, on n'allume pas la lumière, on y va en courant, on balance notre poubelle et on remonte en courant parce qu'on a peur à la fois des rats, enfin bref, de tout ça. Et on est contacté, en fait, aujourd'hui par des promoteurs immobiliers qui travaillent sur des nouveaux concepts immobiliers et qui, au départ, nous contactent parce qu'ils souhaiteraient installer notre solution. Et au-delà de ça, moi, je les invite aussi, avant même de penser à notre solution, de penser au local déchet, de mettre les architectes de cette promotion immobilière en disant réfléchissez à ça et remontez le local poubelle qui est au 5e sous-sol au rez-de-chaussée, rendez-le lumineux, rendez-le joli, rendez-le attrayant et les gens trieront beaucoup plus leurs déchets. Il y aura une acceptabilité plus facile de cette mise en place du tri. Et moi, je parle pour le biodéchet, mais on voit aussi aujourd'hui que même dans le déchet recyclable, on n'est pas encore parfait, quoi. Il y a encore énormément dans les ordures ménagères de choses qui pourraient être recyclées et valorisées. C'est très intéressant ce que vous dites parce que quand on est sur une innovation, enfin sur une vraie innovation comme ce que vous faites et ce que l'on fait dans l'environnement, on est en train d'inventer des nouveaux processus, des nouvelles méthodes. Il y a ces premiers à montrer la voie ont une responsabilité ou la charge de donner le mode d'emploi et d'aller évangéliser. Et d'aller expliquer tout ça parce qu'il va falloir que les nouvelles parties prenantes comprennent leur nouveau rôle, intègrent ces gestes dans leur quotidien et ça c'est un élément important. On insiste beaucoup avec nos projets là de ce week-end sur ces expériences utilisateurs et de vérifier comment ils vont s'intégrer, comment ils comprennent la chose. Et il y a une dimension supplémentaire que vous apportez très clairement, c'est de leur apprendre des nouveaux gestes, des nouveaux modes d'emploi. Ouais. Qui est très intéressant et c'est intéressant aussi. On veut passer du déchet à ressources et la place qu'on lui donne dans la société. Ce que vous avez décrit est très intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui c'est un déchet au 5e sous-sol et aujourd'hui il faut le mettre à l'entrée de l'immeuble dans un endroit où on a envie d'aller et où on va avoir une démarche active et où on va aller s'investir par des gestes nouveaux dans un lieu nouveau et la ville doit venir apprendre ça. Donc c'est toute une architecture globale, tout un écosystème global qu'il faut penser de cette manière-là. Et je trouve que cet exemple que vous donnez est très structurant pour nos candidats du Startup Weekend. Pour bien comprendre, le méthane, une fois qu'il est produit, parce qu'on les travaille beaucoup sur les business models, donc on a bien compris cette collecte, méthanisation. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez noué quelles alliances, quels contrats? Que devient ce que vous produisez et comment vous le valorisez? Alors nous, on est vraiment l'intermédiaire entre le producteur du déchet et celui qui le valorise.
une fois que nos déchets arrivent sur la méthanisation, ça ne nous regarde plus, en fait. Mais je peux vous parler de ce que fait donc Mathieu, qui est le méthaniseur avec qui on travaille. Donc lui, il a une unité de méthanisation aujourd'hui qui cogénère chaleur et électricité. La chaleur, il s'en sert pour chauffer ses bâtiments agricoles, pour son séchoir à céréales. Et l'électricité, quant à elle, elle est revendue à EDF. Aujourd'hui, il y a un prix de rachat qui est fixé par EDF. Il est en train de construire une deuxième unité de méthanisation qui, elle, va injecter directement le biogaz dans le réseau. Donc là, pour le coup, c'est GRDF et c'est pareil, il y a un prix de rachat du gaz par GRDF. Business model, nous, il faut savoir qu'aujourd'hui, nos clients payent soit déjà une redevance à la collectivité, soit pour les plus gros, pour les gros industriels, ont déjà des contrats avec les géants du déchet, pour ne pas les citer, Suez, Veolia, Paprec. Et donc, en fait, en installant notre solution, nous, on va leur expliquer que, en fait, en quelque sorte, on va venir auditer leur process et on va venir les pousser à mieux trier. Donc, pour pouvoir intégrer notre prestat de biodéchets, on va leur dire, parfois aujourd'hui, on en a encore des clients qui ne trient pas du tout. Donc, on va les orienter quand même vers un tri à minima du recyclable. Et donc, en fait, en réduisant la volumétrie de leurs poubelles d'ordures ménagères, ils vont pouvoir faire des économies, parce qu'il faut savoir que, alors, le problème aussi, c'est que on n'est pas sur quelque chose de national. Chaque territoire a ses règles de tri, ses règles financières par rapport à la redevance spéciale, et ça, c'est vrai que ça complexifie aussi les choses. Et ça, on l'entend très bien. Bah, moi, je sais pas, là-bas, je peux jeter mon pot de yaourt dans le recyclable, mais ici, est-ce que je peux le faire? Je suis pas sûre. Donc ça, déjà, ce serait génial si un jour l'État se disait, on va harmoniser les règles de tri, ce serait enfin voilà, une bonne nouvelle. Et donc aujourd'hui, quand un client paye, en tout cas sur nous, je vais vous expliquer plus en rapport avec notre territoire. Nous, sur notre territoire, les professionnels, au-delà de 2500 litres hebdomadaires de déchets, ils payent une redevance spéciale. Donc si on arrive à les faire passer en deçà des 2500 litres, ils ne paieront plus de redevance spéciale. Donc, ça devient un transfert de charge. Ils vont plus payer cette redevance spéciale, mais quelque part, ils vont payer notre solution. Et en plus de ça, nous, on leur dit, sauf que la redevance spéciale, vous la payez, c'était comme ça, c'était une taxe, vous ne posiez pas la question. Nous, vous allez payer notre service, mais en plus, on va vous mettre en avant. Vous allez pouvoir mettre en avant votre démarche auprès de votre client. Il y a de plus en plus de clients qui sont soucieux de consommer responsable. Donc, vous allez pouvoir attirer cette typologie de clients. Ceux qui se vantent aussi de dire, alors nous, on cuisine du bio, du local, on leur dit, bah, vous allez pouvoir boucler la boucle, et dire que non seulement vous cuisinez bio, local, mais en plus que vos déchets retournent à la terre. Donc, on a différentes typologies de clients. Soit il y a ceux qui sont vraiment engagés et pour qui le coût c'est comme ça, c'est un fait, mais ils ont compris qu'aujourd'hui, il fallait payer pour son déchet et ils sont tout à fait clairs dans la démarche. Il y a ceux qui payent déjà et chez qui, finalement, c'est un transfert de charge et ils s'y retrouvent parce qu'on leur offre cette communication. Et il y a les géants, parce qu'on est dans des très grosses entreprises qui, eux, ont des équipes RSE et qui sont bien au fait de toutes les réglementations et qui, aujourd'hui, n'ont pas le droit de ne pas répondre à la loi, enfin, de ne pas être en accord avec la loi française et, de ce fait, savent qu'ils ont cette obligation et se mettent, se mettent en règle. Ok, donc intéressant de voir aussi que dans le processus, enfin dans la réflexion, vous venez prendre le déchet pour en faire une ressource et le revaloriser, et en même temps, par cet exemple que vous donnez sur cette taxe à partir d'un certain volume de déchets, vous allez accompagner le client pour potentiellement qu'il génère moins
de ce déchet ressource. Et ça, je trouve que c'est la loi ou une contrainte fiscale qui vous a amené à ça, mais je trouve que c'est très intéressant parce que si on veut faire dans l'environnemental, il y a cette démarche d'aller de fait essayer de réduire le plus possible l'empreinte. Ouais, Donc tout à fait. transformer le déchet en ressource est un point très positif, mais que de vous-même vous alliez dans la suite, d'aller réduire. Et c'est intéressant parce que là je réagis, enfin en termes de business model, c'est intéressant que quand on est dans ces approches, le cliquet suivant de valorisation et pour venir poser du service va dans cette direction-là. Vous venez résoudre un premier niveau de problème et vous créez potentiellement des services supplémentaires dans la même dynamique. Oui, il y a beaucoup de gens, alors parce qu'on se positionne dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais je comprends pas en fait, vous tirez une balle dans le pied parce que en gros si vous luttez contre le gaspillage alimentaire, vous allez collecter moins, donc gagner moins d'argent. Alors déjà, si un jour j'arrive à ne plus avoir de gaspillage alimentaire, je pense que j'en serais absolument ravie, mais je pense malheureusement que mes petits-enfants, voire mes arrière-petits-enfants, auront toujours ce sujet-là. Enfin voilà, parce que le gaspillage alimentaire aujourd'hui, il est juste tellement colossal et monstrueux que voilà, je pense qu'il faudra plus d'une génération pour vraiment que ça rentre dans les mœurs. Ensuite, il faut savoir que le déchet alimentaire, on parle à la fois du déchet de cuisine et de table, mais il y a tout ce qui est déchet de préparation. Voilà. Les os de poulet, vous les mangez pas. On peut pousser vraiment la démarche, mais les épluchures de carottes, de pommes de terre, c'est pareil, ça finit à la poubelle. Alors certains vous diront oui, mais on peut cuisiner les épluchures. Oui, enfin. Après, dans une cantine collective, quand on prépare 1000 repas par jour, on n'a pas forcément le temps de faire des chips d'épluchures. Mais en effet, ça fait vraiment partie aujourd'hui, nous, de notre parti pris, c'est vraiment de nous positionner dans cette lutte. Mais enfin voilà, aujourd'hui, on est là pour parler aussi business et pour parler start-up et modèle économique. Et il faut savoir que le fait justement de se positionner dans cette sensibilisation-là, ben nous aujourd'hui, on se pose la question de se dire, tiens, est-ce que ça vaudrait pas le coup aussi qu'on soit centre de formation? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont à la recherche de ces sensibilisations-là. Je pense aux scolaires, je pense, enfin voilà, plus largement. Et aujourd'hui, il y a cette demande, il y a ce besoin de formation qui, pour nous, clairement, sur notre modèle économique on y réfléchit parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de devenir centre de formation. C'est plus aussi facile qu'avant et du coup, ça génère quand même des coûts qui sont nettement supérieurs à ce que c'était il y a certaines années. Mais aujourd'hui, on y réfléchit parce qu'on se dit, bah voilà, c'est un parti pris. On a pris le parti d'accompagner nos clients vraiment, juste de pousser la démarche d'accompagnement. Voilà, c'est une autre ligne de chiffre d'affaires, quoi. Oui. Et c'est toujours dans cette démarche de devoir donner du mode d'emploi, évangéliser, former, expliquer, qui est dans cette même veine. Et alors, je voulais vous poser la question de la duplicabilité de votre projet, mais vous avez exprimé que les normes changent pas mal par région et le rend compliqué. Alors, c'est pas les normes, c'est le tri. Aujourd'hui, cette loi Grenelle 2 de l'environnement qui impose le tri à la source des biodéchets, pour le coup, elle est nationale. Et pour tout vous dire, la loi de transition énergétique qui abolit le seuil et le rend obligatoire pour tous, elle est en 2025 pour la France et en fait, c'est l'Europe qui la ramène à 2024. Et il faut savoir que les lois européennes priment sur les lois françaises. Donc en fait, l'Europe a dit à la France non, c'est pas 2025, ce sera 2024. Donc ça, c'est pour tout le monde. Quand je parle des normes différentes, je parle des centres de tri et que d'une région à l'autre, le déchet recyclable l'est ou l'est pas suivant les régions. Donc ça, c'est plus par rapport à ça. Notre modèle, il est complètement duplicable. Après, selon moi, les déchets n'ont pas vocation à parcourir des kilomètres. Bien sûr. Il faut vraiment que ce soit géré in situ dans la région ou sur le territoire. Donc, il est duplicable quelque part. Nous, par exemple, là, on va ouvrir une agence en Basse-Normandie. On est au Havre, en Seine-Maritime. On va ouvrir une agence dans le Calvados.
l'idée, c'est de développer des exutoires, donc des centres de méthanisation ou de compostage dans le Calvados. Même en interdépartement, le déchet n'a pas vocation à parcourir des kilomètres. Il faut qu'il soit traité en local. Donc, le modèle, il est complètement duplicable. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de porteurs de projets aujourd'hui qui portent ce même projet-là et d'entreprises qui existent déjà sur d'autres territoires. Mais donc oui, il est tout à fait duplicable. Après, chaque territoire a ses contraintes. Voilà. Donc, mais complètement, c'est tout à fait duplicable. Ok, oui, parce que de toute façon, c'est un principe de circularité locale et qui doit s'ancrer au cœur de chaque territoire. Et globalement, pour avoir une emprise de rentabilité, vous êtes sur un territoire de combien d'habitants à peu près pour que le business model soit vertueux? Alors, nous, au Havre, là, par exemple, si je prends Caen, là où on va ouvrir une agence, le territoire du CIVEDAC, donc du syndicat de déchets, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les EPCI, les communautés de communes, il y a 400 000 habitants. Nous, au Havre, on est plus petit que ça. Après, j'ai envie de vous dire, tout dépend du coût de traitement du déchet. Il y a énormément de valeurs qui rentrent en compte. Mais nous, déjà, sur le Havre, je ne sais même pas combien on a d'habitants au Havre, je dirais 250 ou 290. Et ça, le déchet alimentaire, il est partout. Oui. Partout. Jean-Jacques, je crois que tu voulais poser une question. Alors, il y a des questions qui arrivent sur le chat, là, elles sont intéressantes. Tu en poses certaines, il y en a 4 qui viennent d'arriver. Donc, Maëlys, la première qui vous est posée, sachant que vous venez d'un autre métier, comment avez-vous réussi à obtenir la crédibilité et la légitimité nécessaires pour convaincre ce qu'on appelle les early adopters ou les financeurs? Enfin, pas ou d'ailleurs, et les financeurs. Eh bien, c'est ce que je vous disais, en fait, le projet, au-delà du projet, c'est une histoire de porteur de projet. Donc, dès l'instant où vous êtes convaincu par votre projet, vous devenez forcément convaincant. Et puis après, les financeurs, ils regardent vos chiffres, quoi. Donc, j'ai envie de dire, il faut pas avoir fait selon moi, je parle vraiment pour moi, mais je pense qu'il faut pas avoir fait une grande école de commerce ou une grande école d'ingénieur pour monter sa boîte. Dès l'instant où vous avez une idée, un projet qui, sur le papier, roule parce que ça tient la route, parce que vous prouvez une rentabilité, et surtout votre projet, quand vous avez une histoire à raconter, ça marche. Nous, c'est vrai qu'on a la réglementation pour nous. On est arrivé, on a dit voilà, aujourd'hui il y a telle réglementation. Sur notre territoire, il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Donc, on demande aux restaurateurs de répondre à cette réglementation. Mais pour autant, il n'y a pas de solution. Nous, on arrive, on apporte cette solution. Voilà comment on va faire. On a déroulé notre projet. Bon, voilà. Let's go. OK, c'était une question de Joséphine. Maintenant, Hélène, qui vous demande de ce que je comprends, je la cite, dans votre modèle économique, vous ne touchez rien de la production d'énergie. C'est ça. Tout à fait. On touche pas un centime de la vente de gaz ou d'électricité. Et je vois la question qui se suit par avez-vous mis en place une logistique verte? Oui. Nous, aujourd'hui, on collecte avec des camions qui roulent au GNV. C'était important pour nous de boucler la boucle. On collecte des déchets alimentaires qui vont permettre de produire du gaz, et on a décidé de rouler au gaz, en fait. C'était, pour nous, c'était boucler la boucle et c'était vraiment aller au bout de cette économie circulaire. Donc, vous répondez à la question suivante, c'est finalement, vous avez des camions qui roulent au gaz, au méthane, et c'est votre cas. Alors, la question suivante qui vient de Chloé, comment vous positionnez-vous, excusez-moi, face aux acteurs importants du marché tel Veolia?
Alors aujourd'hui, on travaille en bonne intelligence avec eux. On est en contact avec Suez, avec Veolia, qui sont très présents sur notre territoire. On a moins Paprec de notre côté ou Coved qui sont moins présents. Il faut savoir que ces gros acteurs-là, c'est des géants, c'est des paquebots. Et aujourd'hui, aller faire de l'épicerie, c'est-à-dire aller ramasser les déchets alimentaires dans chaque restaurant, c'est de la dentelle et aujourd'hui, eux ne savent pas faire ça. Ils savent collecter des caisses palettes, des gisements beaucoup plus gros, des bennes, mais voilà, aller faire de la dentelle, ils savent pas faire. Donc ils nous regardent, ils nous suivent de près parce qu'ils savent que cette réglementation, elle est là. Selon moi, dernièrement, je parlerai pour Veolia. Veolia a reconcentré un petit peu ses forces sur ces centres de traitement. Aujourd'hui, Veolia, ils ont des centres de traitement et eux, ce qui les intéresse, c'est de les nourrir. Donc, on est plus en discussion avec eux pour qu'on vienne déposer nos déchets chez eux. Mais en tout cas, sur le biodéchet, sur les petits producteurs, ils se désengagent complètement de la collecte. Voilà. Après, on travaille en bonne intelligence. Suez nous envoie des contrats des potentiels prospects quand on leur fait une demande, ils sont en mesure de dire écoutez, non, nous aujourd'hui, on n'est pas en mesure de répondre. Par contre, Binapi pourra vous apporter une solution. Et dans ces cas-là, on a le contact. Pareil pour Veolia. Enfin voilà. Aujourd'hui, on travaille vraiment en bonne intelligence. Je ne sais pas si ce sera encore le cas demain, parce que cette réglementation bougera peut-être, que les têtes changeront chez Veolia et ils décideront finalement de se diriger plus vers le déchet alimentaire. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans un combat de terrain, pas du tout. Vous répondez à des appels d'offres, c'est une des questions aussi qui est sur le fil. Vous devez avoir des atouts différents, j'imagine. Vous devez vous départager naturellement de peut-être un territoire qui vous laisse aussi en ce moment pour l'instant. On commence à répondre à des appels d'offres. Alors, il faut savoir que les appels d'offres, c'est un gros job. Donc, il faut quand même être musclé pour pouvoir y répondre. Mais donc, oui, on répond aux appels d'offres. Les appels d'offres, parfois, c'est assez rigolo. Ils sont écrits, soi-disant, pour des petits. Dans le déroulé, dans l'explication de l'appel d'offres, c'est écrit qu'ils veulent que les TPE, PME puissent y répondre, etc. Et quand on déroule, on arrive sur, par exemple, le bilan GES, le bilan de gaz à effet de serre, qui, quand on le fait et qu'on le fait bien, c'est un job juste énorme et colossal, vraiment de calculer son impact GES. Et ça, il y a en tout cas, nous, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le faire correctement. Enfin, il faudrait qu'on paye un cabinet pour le faire parce que c'est un boulot qui est monstre. Et pour autant, le dernier appel d'offres sur lequel on a répondu, on a dit, est-ce qu'on est obligé de vous donner un bilan GS? Oui, vous êtes obligé. Bon, d'accord, ok. Bon, alors ça, en fait, quelque part, direct, ça nous sort de la réponse. Mais on répond et justement, la plus-value qu'on a, nous, par exemple, face à un géant, face à Veolia, c'est que nous, on va proposer cette sensibilisation et cet accompagnement au tri que ne fait pas Veolia, par exemple. Cet accompagnement, on le fait dans la mise en place, mais nous, on a décidé de le faire même dans la... Je tourne parce que j'ai le soleil qui tourne aussi. On a décidé de... cet accompagnement, on le pérennise pour pérenniser en fait le geste de tri, pour que les gens ne se lassent pas et continuent de trier. On les accompagne au long cours tout du long de la prestation. C'est-à-dire qu'on va les accompagner sur le démarrage, mais on va revenir ensuite à 6 mois, par exemple, à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, et même annuellement. Aujourd'hui, on impose de revenir annuellement parce que les équipes de cuisine changent, parce que dans un lycée, les élèves, forcément, il y a un turnover puisque certains arrivent en 6e, d'autres partent au lycée. Dans une grande entreprise, c'est pareil, il y a un turnover de salariés. Et c'est important pour nous de continuer à accompagner en fait les gens et de leur dire, voilà, vous avez jeté X kilos de déchets alimentaires sur ces 6 premiers mois. Ça a permis de produire X kilowattheures d'énergie. Donc, c'est bien. Par contre, si on regarde de plus près, vous jetez plus que normalement la moyenne.
vous êtes par exemple à 300 grammes de déchets par couvert alors que vous pourriez être à 150 grammes. On va vous aider à trouver des solutions pour justement donc lutter contre le gaspillage alimentaire. Et ça va passer par exemple, où se situe le pain sur la chaîne quand vous passez au self. Le pain, est-ce qu'il est au début ou est-ce qu'il est en fin de chaîne? En début de chaîne, on ne sait pas ce qu'on va manger. Donc, on a tendance à mettre, 4-5 morceaux de pain parce que si jamais j'aime pas ce qu'il y a à manger, au moins, je sais que j'ai ma réserve de pain. Et le jour où c'est saucisses frites, le pain, on ne le mange pas parce qu'on n'a pas besoin de manger de pain quand on se gave de frites. Donc, le pain part à la poubelle. Le pain, en l'occurrence, si vous le mettez en fin de chaîne, en fait, le convive, il va se servir et il prendra du pain en conséquence de ce qu'il a sur son plateau. Donc, tout ça, en fait, nous, toutes ces pesées qu'on fait, parce qu'il faut savoir qu'on pèse l'intégralité de nos déchets, toutes ces pesées qu'on fait nous permettent, du coup, d'accompagner nos clients et de leur faire vraiment des retours pour pérenniser le geste de tri. Ok, c'est des exemples très parlants, très intéressants. Je reprends une question de Lucien, une question sympa que j'aime bien. Il y a les centres-villes qui vont se fermer aux camions, aux voitures polluantes, etc. Donc, est-ce que vous avez pensé au vélo cargo pour faire vos tournées Alors, ouais. On vient de mettre en place une collecte à vélo dans le centre-ville du Havre. Alors, il faut savoir que les collectes à vélo sont valables pour les petits producteurs. Il y a certains restos chez qui on collecte aujourd'hui 300 à 400 kilos 2 fois par semaine. Ça, autant vous dire que c'est ce que collecte, c'est le poids possible transportable sur un vélo. Donc, il y a un moment où il faut aussi savoir faire des économies d'échelle. Et en l'occurrence, le vélo cargo, voilà, il est valable pour des petits producteurs. Mais oui, ça, on le met en place dans les centres-villes. Enfin, dans notre centre-ville aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on vient de lancer là. Ok. Et donc, j'ai envie de vous poser une question maintenant. Vous vous souvenez de votre Startup Weekend? J'en ai pas fait. Vous n'avez pas fait? Ah, je croyais que vous étiez passé par un Startup Weekend. Celui de demain, c'est celui de demain. Ah, c'est celui de demain, pardon, excusez-moi. Donc, c'est moi qui yoyote. Voilà l'erreur. Le moment crucial, là, on est sur le démarrage. Quand est-ce que vous avez, c'est à quel moment que vous avez eu le déclic, que vous avez eu le projet qui a séduit? Alors, est-ce que vous avez eu besoin d'investisseurs pour démarrer? C'est quand que le projet il a séduit? Quand est-ce que vous avez senti ce moment en disant ça y est, clac, on tient? On est allé très très vite, nous, dès le début en fait. Très très vite, on savait qu'on avait cette législation, on savait qu'il n'y avait pas de solution sur le territoire, donc de fait, il fallait se lancer. Après, c'est plus, voilà, je suis au bord du trottoir, j'y vais pas, je saute ou pas la marche, j'y vais pas. Ça, j'ai envie de vous dire, on peut le voir comme une qualité ou comme un défaut. Moi, j'ai pas peur en fait. J'ai pas assez peur. Enfin, j'ai pas assez peur. J'ai pas assez peur. Alors, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Mais aujourd'hui, voilà, moi, j'ai pas assez peur et de ce fait, j'y vais. Bah ouais, j'y vais, j'y crois, j'y vais. Donc voilà. Et c'était quoi votre autre question? Non, mais c'était de demander effectivement à quel moment vous sentiez que le projet avait pris sa substance et qui aurait séduit à ce moment-là des investisseurs, des partenaires, parce que là on est un petit peu dans la phase de Startup Weekend où on pivote, on avance, premier projet, baseline, on repivote. Donc c'est ce moment-là, c'est intéressant. Vous êtes passé à travers ce moment récemment, donc c'est intéressant d'avoir votre témoignage. Alors, nous, on n'a pas fait appel à des investisseurs au départ. On a juste fait appel à un prêt bancaire. On a été également lauréate du réseau Entreprendre. Donc, on a eu un prêt d'honneur pour le démarrage. C'était très bien pour un démarrage. Il faut savoir que moi, aujourd'hui, là, je repars à la recherche de financement. Je pars à la recherche de financement. J'ai pas encore envie de faire appel à des investisseurs. Il faut savoir que faire appel à des investisseurs, quelque part, on n'est plus chez soi aussi. Et autre chose, moi, j'estime qu'aujourd'hui, j'ai déjà une pression. Je me mets suffisamment, en fait, moi-même la pression
j'ai besoin de garder cet équilibre vie privée, vie pro, et de devoir rendre des comptes à des investisseurs. Je trouve que c'est un autre level, quoi. Je pense qu'il faut vraiment se préparer à ça, et qu'on peut très bien, je pense aussi, développer sa boîte crescendo. Enfin, voilà, il y a les crescendo. Après, tout dépend bien sûr du modèle économique, et il est sûr que si on se lance dans un projet de la tech qui va demander des prototypes avec des fonds hyper importants, bon, bah, là, la question ne se pose pas. Nous, on avait la possibilité au démarrage de se débrouiller seul et de ne pas faire appel à des investisseurs. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai ce besoin de financement. Oui, je crois qu'il y a une petite coupure. Maëlys, vous… Non, c'est bon. On reçoit. Continuez, Maëlys. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, absolument. On vous entend, pas de problème. Donc, moi, aujourd'hui, je repars en quête de financement parce qu'on s'agrandit, parce que j'ai besoin d'embaucher. Et malgré tout, aujourd'hui, je vais encore passer par le levier de prêt bancaire et éventuellement de prêt d'honneur. Et on verra, je pense que pour la seconde marche, là, il faudra faire appel à des investisseurs. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Maëlys, on vous entend, pas de problème. Mais enfin, moi, je trouve que votre témoignage est intéressant à plusieurs titres. Et ça a été dit de manière très claire par Serge tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, la genèse de votre projet, le fait qu'il faille se lancer, qu'il faille oser, qu'il faille que le projet soit attaché à une personne, à un individu, de manière très identitaire, est un élément tout à fait essentiel. Il y a un autre point aussi que j'ai relevé, dont il m'apparaît qu'il est intéressant de le souligner, c'est le fait de s'entourer. Vous l'avez dit dans votre propos liminaire, mais je trouve que c'est effectivement un élément de fond. Non seulement au moment où je lance, je prends des conseils, et c'est tout l'objet du Startup Weekend que nous sommes en train de vivre ensemble. Non seulement je prends des conseils, mais en plus, je cherche des personnes qui pourront travailler avec moi, m'aider, des partenaires, etc. Ce que vous avez su faire et le résultat qui est le vôtre aujourd'hui montre la pertinence de cette démarche et de ce processus. Voilà. Y aurait-il d'autres questions, des choses qui n'auraient pas été dites, des points que vous voudriez, chers amis start-upers, chers amis sur YouTube, que vous voudriez préciser, rappeler ou dont vous souhaiteriez… Je vois une question d'Hélène qui me demandait si nos déchets iront collecter. Alors, ça, c'était la dernière. Oui, absolument. Allez-y, je vous en prie. Demain, chez un méthaniseur. Et quelles sont les autres solutions de traitement? Non, il n'y a pas que la méthanisation, il y a le compostage. En effet, il y en a un qui a répondu, les vers. Il y a le lombricompostage aussi. En effet, nous, aujourd'hui, on travaille exclusivement en méthanisation, mais parce qu'on a développé un partenariat avec un méthaniseur et qu'aujourd'hui, on s'y retrouve vraiment très bien. Donc ça, c'est valable pour la Seine-Maritime. Par contre, là, on a pour objectif de se développer dans le Calvados et d'ouvrir une agence. Et en l'occurrence, on n'a pas de méthaniseur pouvant recevoir nos déchets dans le Calvados. Donc là, on réfléchit à développer une plateforme de pré-traitement proposant différentes solutions en passant par la micro-méthanisation, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des unités de micro-méthanisation, en passant par le lombricompostage, en passant par les composteurs électromécaniques, comme vous devez connaître si vous suivez un peu le sujet, mais les alchimistes, ils fonctionnent avec ça. Upcycle a développé une techno de composteurs électromécaniques. Donc, l'idée, c'est de proposer différents types de traitements, parce qu'il faut savoir que voilà, parfois, il peut y avoir des histoires à raconter pour différentes typologies de déchets ayant chacun une façon d'être traité différente. Donc non, le déchet alimentaire, on peut l'envoyer sur plein de solutions, quoi. Super. Je ne vois plus de questions dans le fil du chat, là, pour l'instant. Donc, s'il n'y en a plus, on va vous remercier, Maëlys, pour ce très, très, très chouette témoignage que vous nous avez proposé. Bravo pour ce que vous avez fait. Merci. Bravo pour ce que vous faites et bravo pour ce que vous allez continuer à faire, manifestement. Merci beaucoup. Je pense que votre enseignement, tout ce que vous nous avez apporté est extrêmement utile pour nos start-upers. Très bonne journée à vous, très bon week-end. Merci et merci beaucoup. encore d'être resté
avec nous pendant cette heure. Pour l'ensemble de nos amis, start-upers, on vous donne une petite dizaine. Restez connectés, s'il vous plaît. On vous donne une petite dizaine de minutes et on se retrouve avec une animation du moment puisque c'est l'heure du déjeuner et que notre chef va vous proposer une recette en lien avec la mer et l'environnement. Vous voyez à quel point nous sommes cohérents dans nos propos. Voilà, vous restez en ligne, ne quittez pas, on revient très vite et cette fois-ci en vidéo. À tout de suite, ne bougez pas. Merci encore, Maëlys. Merci, bon week-end, bon courage. Au revoir. Merci.